Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, BlackRock, c'est le top et Fidelity qui s'est mis aussi. On va bien sûr en parler dans cette vidéo, on parlera un petit peu Bitcoin, quelques petites divergences potentielles, baissières, cachées, qui sont en train de se mettre en place, intermédiaires. On peut regarder si oui ou non c'est jouable, parce que pas mal d'héliotistes l'ont partagé aujourd'hui dans le Discord des rois du marché. Je suis plutôt haussier, personnellement, donc je pense qu'on pourrait faire quelques arrachements haussiers. De là à venir chercher la liquidité, je pense qu'on a le temps avant de venir la chercher. On va parler de tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. Pour vous aussi, trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, que ce soit sur les marchés numériques, crypto-numériques ou plutôt traditionnels. On va parler très rapidement. Poche de liquidité, merci José pour ces partages. Il en reste quelques-unes jusqu'aux 27 500 $. Et puis après, les très grosses liquidités se trouvent bien plus haut, donc au-dessus des précédents tops provisoires, donc au-dessus des 31 500 $. Et sinon, la liquidité se trouve plus bas, aux alentours des entre les 20 000 et les 23 000 $. C'est là où on va chercher pas mal de boules ou de bears qui sont positionnés depuis maintenant plusieurs semaines. Bon, j'aimerais juste vous reparler quelque chose parce qu'on parle souvent d'une boussole qu'on utilise au sein de la communauté des rois. C'est les options. Eh oui, les options. Et actuellement, les options, elles sont pas belles à voir. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque si on revient au 30 juin, 10 jours, jour pour jour, nous avons un max paying price à 24 500 $, avec des strike price à 30 000 et à 35 000 $. Bon, il y a plein de bonnes nouvelles qu'on est en train d'entendre. Entre Grayscale, entre Fidelity, entre BlackRock. Est-ce que oui ou non, on pourrait aller déloger et aller chercher ces strike price? Ici 26 000 $ pour le 23, mais c'est relativement faible. Mais les grosses expirations trimestrielles, voire semestrielles, donc de fin juin, se trouveront donc le 30 juin prochain. Est-ce qu'on peut aller chercher ou pas? On revient juste dans le passé, puisque le titre de la vidéo, un fameux piège presque parfait, a déjà été vu lors d'un live du 13 janvier dernier. Je vous inviterai éventuellement à aller le revoir, puisqu'on était plutôt dans le déni à ce moment-là par rapport à une continuation haussière. On avait déjà parlé de ces objectifs des 33, 36 et plus, 36 000 $ et plus. Et je l'ai re-regardé hier, c'est José qui m'en a parlé, et j'ai dit que du bon sens, finalement. Bon, on revient un petit peu dans le passé, puisque finalement, c'était plutôt ce qui s'était passé lors des options des expirations de fin janvier. C'était pas des petites expirations, à peu près 40 000 bitcoins qui étaient positionnés, donc c'est pas rien. Aujourd'hui, il y en a à peu près 5 fois plus, environ 5 fois plus, donc ce sont des grosses expirations, donc de l'enjeu. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, tout simplement. On avait donc un strike price aux alentours des 18 000 $. Nous avions un max paying price aux alentours des 17 000 $. Et nous venions de faire un arrachement haussier. On était au tout début de l'arrachement haussier, je suis actuellement donc en daily sur Coinbase sur cette charte-là. Donc on était exactement ici le 13 janvier. Et alors, je disais, faites attention à cette petite boussole, nous avons les arrachements haussiers, on peut très bien faire une réintégration. Les bears chercheront donc une réintégration par rapport au précédent mouvement vis-à-vis de FTX. Nous étions dans une zone de rechargement de vente logique, c'est ici donc on prend des TP, tout simplement TP de sécurité, et pourquoi pas se hedger. C'est pas complètement impossible. Et les boules, qu'est-ce qu'on fera? On achète les creux. Si on a des confirmations d'arrachement haussier, et la confirmation, nous l'avons eu un tout petit peu plus tard, quand on est venu s'affranchir des 20 000 $, à ce moment-là, on avait confirmé, on achetait donc les creux. C'est ça qu'il faut faire. Ok? Bon, finalement, on a clôturé, bravo pour les boules, aux alentours des 22-23 000 $. Donc très éloigné finalement du max paying price et du strike price. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer actuellement. Bon, on était donc à 15 jours à peu près 10-12 jours finalement des expirations. Actuellement, les expirations de ce mois-ci, donc c'est 24 500 $, et avec des strike price à 30 000 et 35 000 $. Why not? Allez les boules finalement. On est actuellement ici, aux alentours des 26 000, 27 000 $. Le max paying price est à 24 500 $. Allez les boules en 10 jours. Et ça revient à dire par rapport à cette scénarisation, par rapport à ces 10 jours de hausse ininterrompue. Ce qui est très intéressant dans le Discord des rois du marché ce matin, c'est que beaucoup en fait anticipent déjà un creux supplémentaire. Donc Stokiki, plutôt réputé pour être bear ici, mais qui suit parfaitement son plan, aller chercher des zones, pourquoi pas aller chercher les 17 500 $, qui reviendraient finalement en corrélation avec les expirations du mois de fin juin. Tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut le suivre? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est crédible? Évidemment que c'est crédible. On en a pas mal, comme ça on peut remonter un tout petit peu.
Ici, par rapport à l'UM, sur les îlotistes, ici, bah voilà, on arrive sur une target finalement de vente, TP, proche de liquidité, au-dessus des prédents stop complètement logiques, et on peut aller chercher donc des targets un petit peu plus basses, aux alentours des 23 000 $, aux alentours des 24 000 $, ou un petit peu plus profondément, aux alentours des 21 000 $ pour aller chercher les déséquilibres. C'est finalement exactement ce qu'il faut pour continuer une hausse. Et généralement, la hausse, il faut que ce soit une forme de majorité, bien sûr on suit son plan, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Mais il y a toujours trois choses, et on le répétera en fin de cette vidéo. Pour avoir un réel pump, si vous voulez, un vrai pump tel qu'on peut le concevoir, il faut de la réglementation claire. Actuellement, on ne l'a pas. En 2, il nous faut beaucoup de liquidité. Actuellement, on ne l'a pas. Et en 3, il nous faut la tendance et du déni. Et je me pose la question, est-ce que réellement on a du déni actuellement? Non, on joue des plays, on est dans une forme de stratégie, on suit notre stratégie, mais on n'est pas réellement dans le déni. Puisque finalement, on y croit un petit peu. Et c'est ce qui peut peut-être potentiellement encadrer des prises de liquidité beaucoup plus basses, mais sur du moyen terme et non pas sur du court terme. Si c'est boule, et si on est réellement dans la tendance, il faut faire ces arrachements haussiers. Il faut invalider des plans bears. C'est comme ça réellement qu'on reprend des tendances et qu'on casse des ranges. C'est qu'on invalide des plans bears ou, à contrario, des plans boules, et on repart sur une tendance, qu'elle soit haussière ou qu'elle soit baissière. Là, on tente des réintégrations. On est au début de rien. Mais ce qu'on est en train d'observer, c'est que nos prix d'objectifs, les fameux clôtures au-dessus des 26 500 $, au-dessus de la moyenne mobile en 200 périodes, en weekly, etc., on tente de la réintégrer. Donc les clôtures mensuelles, les clôtures weekly, donc les clôtures hebdomadaires sont extrêmement importantes. Et on tente ici donc de réintégrer cette moyenne mobile en 200 périodes. Une clôture au-dessus des 26 500 $ serait plutôt pertinente, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher la liquidité plus basse. Personnellement, le risque-récompense par rapport à ce plat-là n'est pas avantageux pour moi. Dès lors, si je me dis, par rapport à la vidéo d'hier, si ce n'est pas avantageux pour moi, c'est peut-être pas avantageux pour beaucoup de personnes, qui vont peut-être pas le jouer. Par contre, les vendeurs, eux, sont dans leur play. Et l'objectif des bulls, c'est tout simplement d'aller les déloger. Voilà, je voulais juste vous remettre cette mécanique, si vous voulez, en exergue, parce que je pense que c'est réellement important d'en reparler, et ne restons pas toujours une fois bloqués sur les options, même si c'est un réel indicateur et une boussole qui tend à se répéter, puisque sur les marchés financiers, on va plutôt chercher des fractales, tout simplement. Maintenant, si on tend à venir accélérer, parce qu'il y a une forme de FOMO qui se met en place vis-à-vis de BlackRock, vis-à-vis de Fidelity, vis-à-vis de Greystone, vis-à-vis de la SEC, vis-à-vis de Ripple, vis-à-vis de tout ce que vous voulez. Hong Kong qui exhorte les institutionnels et les banques à accepter les cryptos, à vendre des cryptos, et demande à Coinbase de venir d'ailleurs mettre son siège social mondial à Hong Kong, et venez, tout est permis dans le meilleur des mondes. Ça permet en fait tout simplement d'emmagasiner du FOMO et de créer du FOMO. Mais ça ne relancera probablement pas les tendances de fond. Et les tendances de fond, très long terme, c'est de venir s'affranchir du premier arrêt. Ce premier arrêt se trouve, jusqu'à preuve du contraire, aux alentours des 36 000 $. Ici. Il faudrait qu'on vienne s'affranchir sur une bougie trimestrielle au-dessus des 36 000 $. On n'y est pas encore. Actuellement, on est juste sur une respiration de marché, sur un rebond technique. Et ce rebond technique nous explique qu'il y a une forme d'optimisme. C'est très polarisé, puisque une fois la SEC, le lendemain, c'est BlackRock. Je le comprends complètement. C'est une machine à laver. Il faut juste le comprendre comme ça. On est tout simplement en train d'aller essayer et tenter de trouver une borne de range haute actuellement. Et il y a trois possibilités. Soit on la rejette, soit on la brise, soit on stagne dessus. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. En vue d'une réaccumulation, et soit d'une résolution haussière, soit d'une résolution baissière. Actuellement, on est plutôt dans une tendance de fond. Et je souhaite toujours cette tendance de fond. On peut être bear sur des canaux bas, si vous voulez. On peut être bear sur des bas de range. C'est pas complètement impossible, mais c'est en fait une émotion. On est émotivement bear quand ça baisse, et on est émotivement bull quand ça monte. Dès lors, on a tendance à faire des choses qui sont assez étonnantes. C'est qu'on vend les bas, ici dans mon petits canaux rouges ici, on les vend et on achète les hauts. C'est exactement le contraire parfait qu'il faut faire. Puisque actuellement, nous essayons tout simplement de définir une borne de range. Une borne de range basse dans une suivi de tendance sur le premier arrêt. L'objectif, si le premier arrêt tient, c'est de faire un nouveau plus haut. Tout simplement. Voilà, j'espère que c'est important ce que je vous ai dit et j'espère que j'ai été bien compris. On fait un tout petit peu d'order flow parce que c'est exactement ce qu'on attend finalement. Des comptes qui sont plutôt en recherche de vente ici, un ratio long short qui est plutôt en défaveur des shorts, même si on peut
prétendre qu'il y a plus de longues que de short ici. La question reste ouverte. Sur quel niveau de prix ces longues sont encore positionnées et ont-ils déjà les prix des profits? Si vous avez en fait beaucoup de comptes qui sont actuellement en longue, mais qui sont positionnés sur les 19 000, sur les 20 000, sur les 22 000 $, actuellement c'est plutôt les bears qui sont en train d'être poussés dans les retranchements et tentent de poser des tops provisoires ou des tops générationnels, mais j'en doute à l'heure actuelle. On a une augmentation au niveau des open interest et des ratios top trader qui, sur le court terme, tend à s'apprécier. Plutôt intéressant de l'observer. On avait peut-être ces fractales qui étaient assez similaires. Juste ici, ça avait pas mal bougé en fait lorsqu'on était sur les 30 000 $. Juste là également, quand on avait eu la Silicon Valley Bank et les faillites bancaires de mars dernier, on avait une diminution assez forte au niveau des fundings, une dépréciation au niveau des open interest, et on avait fait un nouveau plus haut, donc c'est exactement ce qu'on est en train potentiellement d'observer. On attendra tout simplement des spreads positifs ici, mais on avait eu exactement cette même fractale. Vous voyez ici au niveau des comptes ça baisse, au niveau des top traders ça monte, au niveau des top traders ça monte, au niveau des comptes ça baisse. Ici vous avez un ratio long short qui tend à se déprécier, vous avez en fait Binance qui continue à maintenir ce prix, vous avez d'ailleurs des USDT qui continuent à se apprécier. Actuellement c'est pas exactement le cas qu'on est en train d'observer, mais vous aviez un CVD sur des contrats futurs qui continue à s'apprécier, et ici il continue à s'apprécier en tout cas doucement. Vous avez exactement la même chose là, et vous avez surtout, et je dis bien surtout, l'exacte similitude par rapport à ce qui s'était passé donc en janvier, et le 13 janvier 2023. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On était beaucoup plus bearish au niveau des comptes, donc on veut voir en fait une continuation de dégradation au niveau de l'order flow finalement des comptes, des top traders qui potentiellement prennent des profits et viennent briser au niveau des open interest juste ici, donc on veut voir une explosion haussière et une cassure au niveau des open interest. À ce moment-là, ne soyez plus bear. Puisque généralement, lorsqu'on vient à faire des cassures de range et qu'on capture la liquidité, donc je vous l'explique ici en 1000, l'objectif, c'est pas de faire ça. C'est pas de faire ça et de faire ça. Pas du tout. Dans 80% des cas, vous avez 20% en tendance et 80% en range. Et généralement, on devrait ranger ici en vue éventuellement, peut-être de distribuer, de faire une distribution puis une réaccumulation dans des zones de rechargement d'achat. Mais si vous avez des accélérations haussières, bien évidemment, ne vous mettez pas devant. C'est pas le but, puisque la tendance de fond est haussière. Donc les boules tentent de reprendre ici le momentum. Maintenant, on a des toutes petites divergences, comme ça, je vous en parle ici. Pas très... Alors, je les suis pas trop, ces divergences. Je préfère les divergences... Je n'aime pas trop les divergences partielles. On va essayer d'aller sur une autre charte. Je sais pas si on a une charte un peu plus jolie. Bon, bref, c'est pas très grave. On va la garder là-dessus. C'est très bien. Ici, ça monte. Ici, ça baisse, comme vous voyez au niveau de la clôture. Dès lors, pour confirmer cette divergence bear en daily, il faudra venir clôturer une bougie en daily en dessus des 22 250 $. Vous avez le play. Je préfère jouer les autres. Si je suis plutôt bear et si je suis les élotistes, je préfère jouer celle-là. Ici, par exemple, ça descend, donc on peut aller chercher, je sais pas moi, les 27 600, 27 800 $. Et ici, ça monte. Voilà. Donc je veux une explosion au niveau de notre RSI en 14 périodes. Donc vous auriez aussi une divergence baissière potentielle cachée qui pourrait se mettre en place. Et à ce moment-là, on attendra tout simplement le rejet. Pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va essayer de reprendre une petite... Voilà, ici, vous attendrez le rejet, une clôture en dessous de la précédente bougie verte pour confirmer cette divergence potentielle. Le MACD tente de reprendre le momentum. Les volumes sont relativement décroissants, donc on attend tout simplement un retour des volumes. On peut l'avoir d'ici quelques jours, comme on en a fait référence dans la vidéo d'hier. Tout simplement. Maintenant, on est en train de se tromper sur quelque chose. Et on est en train de se tromper sur quelque chose de capital. Oui, BlackRock, c'est le top. Oui, Fidelity, c'est juste génial. Oui, si on arrive à avoir un ETF sur le spot, c'est juste incroyable. Mais c'est pas du tout ce qu'on attend. Puisqu'on va reprendre un petit peu dans le passé de ce qui s'était passé lorsque des ETF, notamment sur les valeurs technologiques, avaient vu le jour. On y va et on commence ici. Fidelity envisage peut-être un ETF spot Bitcoin, c'est super bullish, c'est relayé de façon extrêmement massive sur Twitter. Juste là, BlackRock, tout comprendre sur son ETF Bitcoin, d'ailleurs je vous laisserai tout simplement le lire, mais il y a quelque chose qui est très intéressant, qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, qui peut être considérée comme une très bonne nouvelle. En effet, au vu de la complexité au premier abord d'un ETF Bitcoin spot au comptant, certaines voix se sont élevées pour prévenir que le produit proposé de BlackRock se rapprocherait davantage d'un trust que d'un ETF. D'un trust à l'image de Grayscale. Fidelity, des rumeurs diraient qu'il serait prêt à racheter Grayscale. En tout cas, tous les actifs de Grayscale. C'est juste génial, ça permet en fait d'appuyer la thèse, en cas de difficulté de Grayscale, de pouvoir racheter OTC l'intégralité de ses réserves qui sont aujourd'hui à peu près estimées à 15 milliards de dollars. Fidelity, c'est 4 500 milliards de dollars sous gestion.
Ça devrait aller. Alors quand on dit 4500 milliards de dollars sous gestion, ou quand on dit BlackRock 10 000 milliards de dollars sous gestion, on a tout de suite une petite étoile et un petit ange derrière l'épaule qui nous explique que ça va en fait avoir des raz-de-marée financiers au niveau des crypto-monnaies. On va pas mettre 10 000 milliards de dollars dans les cryptos. On peut éventuellement, de façon cohérente, estimer entre 1 et 2% finalement de cette somme-là, ce qui est déjà énorme. Voilà, entre 1 et 2%, c'est entre 100 et 200 milliards de dollars, c'est pas rien. C'est comme ça qu'ils veulent voir. C'est pas 10 000 milliards qui vont être injectés. Voilà. C'est entre 100 peut-être et 100 milliards de dollars qui peuvent être injectés, notamment par BlackRock, dans différentes technologies blockchain, que ce soit les entreprises ou les crypto-monnaies, si un ETF spot venait à se concrétiser, ou un trust. Ce serait pas mal, 100 milliards ou 200 milliards de dollars d'achat de Bitcoin sur le spot. C'est exactement ce qui s'était passé pour Grayscale. On était passé de 358 000 Bitcoin à plus de 600 000 Bitcoin en l'espace de 6 mois. Voilà l'effet, entre guillemets, d'une demande massive au niveau de Grayscale. C'est ça, en fait. Le trust, en fait, si vous demandez l'action, l'action sous-jacente qui est directement corrélée au Bitcoin en détention de Grayscale fait une pression acheteuse sur Bitcoin et sur le coût de Bitcoin en spot cette fois-ci. Et c'est exactement ce qu'on peut éventuellement essayer d'encadrer au niveau de BlackRock en fonction de la résolution par rapport à sa demande d'ETF ou de trust, en sachant qu'il y a peut-être une chance quand même que ça passe. BlackRock a fait beaucoup d'ETF. On peut parler, je crois, de 300 ou 400 ETF qui avaient été déposés, il n'y en a qu'un seul, en réalité, qui a été refusé par la SEC. Ils ont rajouté, en fait, dans leur demande d'ETF, une ligne au niveau de co-surveillance. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'avait jamais été proposé. Donc il y aura aussi un droit de regard peut-être clair par rapport aux agissements de BlackRock vis-à-vis de Coinbase en relation avec la SEC. Donc peut-être que ça peut faire mouche. Gros point d'interrogation. Je pense que si ça passe, ce sera très probablement un buy the rumor, sell the news. Très probablement, vous connaissez l'histoire, tout simplement. Ceci est très important. Pourquoi ? Parce que Grayscale, c'est pas nouveau en fait qui demande un ETF. Le premier ETF qu'il avait demandé au niveau de transformer son trust en ETF, je rappelle que le trust de Grayscale a été créé en 2013, il avait déjà demandé auprès de la SEC un ETF, c'était en 2016. Il faut vraiment le comprendre comme ça. En 2016, Grayscale a soumis sa propre candidature, mais il l'a retirée l'année suivante en prévision d'un rejet. Et aujourd'hui, Grayscale est en conflit ouvert avec la SEC. Et actuellement, ce sont les tribunaux qui vont décider de la finalité de la demande et de l'attaque en justice de la SEC vis-à-vis de Grayscale vis-à-vis de la SEC par rapport à cet ETF. Est-ce qu'ils vont l'avoir ? Est-ce qu'ils ne vont pas l'avoir ? Actuellement, c'est toujours pareil. Comment on peut prendre en tant qu'un juge une décision éclairée en l'absence de réglementation ? Toujours difficile. D'ailleurs, parlons peu, parlons bien. Pour pouvoir proposer un ETF par rapport à un actif sous gestion, est-ce que c'est la SEC qui doit demander ? Mais si Bitcoin en fait est considéré comme un commodity, pourquoi c'est systématiquement refusé ? Donc je pense que c'est pas par rapport à Bitcoin en lui-même, je pense que c'est par rapport à une surveillance ou à une forme de transparence. Et c'est ce que BlackRock d'ailleurs a mis. Donc ça pourrait éventuellement étayer la thèse d'une validation vis-à-vis de BlackRock. D'ailleurs, si on parle de BlackRock et si on parle de Fidelity, vous avez Vanguard, c'est le copain entre les deux, 8 trillions de dollars, donc 8 000 milliards de dollars sous gestion. Mais vous en avez d'autres, vous avez UBS, vous avez Crédit Agricole, vous avez Allianz, vous avez Goldman Sachs, vous avez JP Morgan, vous avez Morgan Stanley, vous avez tout ça. Donc, si les plus gros se mettent dans la dose, les plus petits vont suivre très rapidement. Et ce qui peut se passer, ça peut être le cas, si BlackRock obtient son ETF au comptant, d'autres vont utiliser, si vous voulez, leur propre ETF de BlackRock pour créer leurs propres ETF à leurs propres clients, qui sera directement sous-jacent de l'ETF de BlackRock, qui lui sera sous-jacent potentiellement de Bitcoin au comptant. Et c'est ça en fait l'effet boule de feu, ou l'effet explosion au niveau d'une demande. Si d'un seul coup tout le monde propose, parce que proposer un ETF sur un ETF c'est assez facile, et de faire une demande d'ETF sur un autre ETF c'est relativement facile de le faire. Tout l'enjeu est d'avoir un ETF au comptant sur le spot, pas un trust. Parce que vous avez pas mal d'ETF actuellement sur les technologies blockchain qui ont des actions Grayscale, par exemple, à hauteur de 10, à hauteur de 12%, à hauteur de 20%. On va en parler d'ailleurs, si vous voulez, au niveau de ces ETF, je vous ai trouvé des trucs qui sont extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, en parlant de rejet de la SEC, il faut savoir que la SEC avait aussi rejeté un ETF des frères Winklevoss, c'était en 2017. Je crois que ça a été refusé près de 200 fois, me semble-t-il, depuis 2016. Au niveau d'une demande ETF, je dis au comptant sur le spot, puisqu'il y en a pas mal qui ont été validés sur des contrats futurs. Les contrats futurs n'ont aucune incidence
sur un ETF contrat futur n'a aucune espèce d'incidence sur le prix du Bitcoin. Aucune. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie. C'est un contrat. Tout simplement. Et c'est d'ailleurs étonnant puisque c'est sur ces mécanismes financiers qu'on peut avoir les plus forts, entre guillemets, taux de manipulation, si vous voulez. Je vous explique un truc très simple, comme ça vous l'avez dans les yeux, enfin vous l'avez en tête. Je suis une institution, je suis une Wales. J'achète 1000 bitcoins. J'achète 1000 bitcoins sur le spot, hein, c'est assez simple. Et derrière, je vais me couvrir de ces bitcoins-là directement en acheter BT. Je vais acheter donc l'ETF BT, et non pas BITO, qui en fait parie à la baisse. Vous comprenez? Donc j'achète 1000 bitcoins, j'achète du BT. Je vends d'un seul coup 1000 bitcoins ou 2000 bitcoins ou 5000 bitcoins, qui va faire mécaniquement très fortement chuter le prix du bitcoin, et je vais donc prendre profit sur mon BT. Ça, c'est clairement de la manipulation. Ça se passe tous les jours, en réalité, sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. C'est clairement ce que la SEC veut combattre. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Voilà, comme ça, vous avez ma représentation. Bon, on va revenir un petit peu dans le passé, parce qu'un ETF qui avait été proposé par BlackRock, c'est juste pour vous remettre en fait vraiment dans la réalité. Parce qu'on est très content et très optimiste d'observer toutes ces news-là, mais on va remettre les deux pieds sur terre et essayer de se réancrer dans la réalité. BlackRock avait déjà étendu en fait un ETF sur les entreprises blockchain, donc on peut parler de Block, on peut parler de Riot, on peut parler de MicroStrategy, etc., donc une trentaine d'entreprises, et il l'avait d'ailleurs étendu à l'Europe, donc c'était en septembre 2022. On peut l'appeler, ça s'appelait comment ce truc-là? Ça s'appelait tout simplement BLKC. On va regarder BLKC. Où est-ce que ça en était il y a quelques temps en arrière? Et bon, on peut y aller ensemble. C'était juste là. Bon, ça a été listé donc en novembre 2021. Et ouais, novembre 2021, sur le top et un peu plus tard, au niveau de Nasdaq, au niveau Euronext, ça a été listé en octobre 2022. Donc il a proposé un ETF, un gros ETF hein, sur les entreprises blockchain, c'était clairement au top. Aujourd'hui, il propose, ou il y a quelques mois en arrière, en novembre 2022, octobre 2022, il a proposé sur les institutions ou sur les clients européens, donc côté à Euronext Paris, donc c'est très intéressant, ou Amsterdam, je ne sais plus, ou Euronext, quoi. Et derrière, ça bouge pas trop. Pourquoi? Parce qu'on va regarder en fait les montants qui sont directement octroyés par rapport à ces In-Share Blockchain Technology, UCITS, ETF. Vous allez pleurer de rire. C'est 12 millions de dollars. Il n'y a pas de demande en fait sur ces ETF. Donc oui, on est en train de voir BlackRock qui continue depuis début d'année à acheter massivement des actions. Mais c'est pas pour le compte de leur ETF. Puisqu'en fait, un ETF, c'est pas fait directement pour les institutions, c'est pour proposer des mécanismes à des clients plus ou moins fortunés dans leur circonscription, si vous voulez, ou dans leur juridiction, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou que ce soit aux États-Unis. Mais en fait, on voit bien que cette réplication totale par rapport à des structures de produits en physique, et c'est ça qui est très important, c'est que la structure de produit doit être absolument en physique. Et je pense que tous les autres ETF d'autres banques seront probablement pas en physique, mais ce seront directement en synthétique. Voilà, c'est ça, c'est physique et synthétique. Synthétique, c'est une réplique éventuellement d'ETF sur un ETF sur un ETF. Des dérivés. Enfin, c'est pas vraiment des dérivés, mais vous avez compris l'idée. Ce qu'on veut, c'est vraiment une structure de produit physique. C'est ce qu'on attend, en fait, de l'ETF de BlackRock. 12 millions de dollars. C'est que dalle. Il n'y a pas de demande, en fait, aujourd'hui sur ces ETF. Et il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de demande sur ce type de produit, ça ne va pas faire grimper le prix. Eh ouais. Je suis désolé de vous le dire. On peut aller un tout petit peu plus loin parce qu'il y a d'autres ETF qui existent, notamment le Global X Blockchain ETF. Il y en a plusieurs concurrents, il y a IBLC, il y a LEGR, il y a BLCN, etc. Tout ça, c'est des ETF qui sont directement liés et très exposés au niveau des technologies blockchain. D'ailleurs, en parlant des technologies blockchain, vous n'avez pas que des vraies technologies blockchain. Parce que si on repart peut-être un petit peu en bas, voilà, au niveau de ça, vous avez Block, donc la boîte de Dorsey, vous avez Riot, vous avez Coinbase, vous avez Marathon aussi, vous avez Nvidia. Ok, technologie blockchain, vous avez PayPal. Bon, oui, effectivement, ils travaillent un petit peu dans les technologies blockchain. Ils ont du Bitcoin, plus d'1 milliard de dollars de Bitcoin sous gestion, etc. Mais vous avez des entreprises que je ne connaissais même pas et qui sont très probablement même pas dans les technologies. Regarde, Robinhood Markets. Ok, pour 1% du truc. Vous avez compris un peu l'idée, il y a une cinquantaine donc, de positions qui sont des entreprises qui sont liées de près ou de loin au niveau des technologies blockchain. Celui européen, donc celui de BlackRock, c'est 35 entreprises et la plus grosse pondération, c'est Block également, pour information, et c'est une belle pondération. Donc si vous voulez
éventuellement regarder de ce côté-là au niveau de l'entreprise Block, ça peut être intéressant peut-être d'aller y jeter un œil. Mais on va aller un peu plus loin. Puisque le plus gros ETF actuellement qui est construit sur les entreprises blockchain, et regardez les courbes des entreprises blockchain, elles sont pas belles. Elles datent de 2019. Voilà, c'était donc en mai 2019 où le premier ETF, si vous voulez, au niveau des technologies blockchain, avait été créé par, c'était, je jouais, Ivesco. Ok, et c'est un gros ETF puisque c'est plus de 450 millions de dollars. Eh oui, c'est pas un petit ETF, c'est un gros ETF. Quand on voit celui de BlackRock à 12 millions, ça fait juste rire. Un peu plus pour celui américain. Mais en Europe, c'est que dalle. En fait, on s'en fiche complètement. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On réplique finalement une espèce de courbe qu'on peut avoir par rapport au petit bull run. Et très honnêtement, quand on voit la tranche de la courbe vis-à-vis de 2019 jusqu'au top de marché, plus de 100%, autant avoir du Bitcoin. Pour être tout à fait franc, puisque ça n'a pas surperformé le Bitcoin, si vous voulez. Et quand on vous vend ce type d'ETF, généralement, on vous dit et que vous exposez au Bitcoin sans pour autant en détenir. C'est moins performant que Bitcoin en lui-même. Faites très attention, c'est ce qu'il faut regarder en priorité. On va aller un petit peu plus loin, puisque j'aimerais vous parler en fait de celui-ci, moi, d'ETF, qui est très connu, c'est IUIT, sur les technologies, et notamment du S&P 500. Donc c'est très dominé au niveau de Apple, au niveau de Microsoft, au niveau de tout ça. Et on passe sur un autre niveau. On parle de 4 milliards de dollars sous gestion. Ça a été créé en 2015. Donc, qu'est-ce que ça avait fait, en fait, cet ETF en 2015 ? C'est ça qu'il faut regarder. On regarde que là, il y a un ETF qui a été créé par BlackRock donc en 2015, un petit peu en retard que tous les autres, puisque les valeurs de la tech, ça fait bien avant 2015 que ça existe, on le comprend comme ça. Donc, BlackRock, qui est un peu le Apple, si vous voulez, de la finance, qu'on peut penser que c'est le diable, etc. Il a à peu près la même approche que Apple. Ils sont très gros, beaucoup de confiance, beaucoup de résilience, mais toujours un peu après les autres. Il faut juste le comprendre comme ça. Donc, c'est par rapport à son ETF Bitcoin au comptant, il a 10 ans de retard, si vous voulez, ou 8 ans de retard. Mais il le fait, et quand il le fait, généralement, il le fait bien. Et on sait bien qu'il le fait bien, puisque les statistiques montrent que sur 300 ou 400 ETF qui a été déposé par BlackRock, il n'y en a qu'un seul qui a été refusé. C'est super important de bien le concrétiser et de bien l'assimiler. Honnêtement, je pense que c'est déterminant. On peut aller regarder ce qui s'était passé finalement par rapport à cet ETF. Vous allez peut-être être déçus, mais il ne s'est rien passé par rapport à cet ETF, finalement. Il ne s'est strictement rien passé. Il a fallu du temps pour le mettre en place. Je ne sais plus c'est lequel. Oui, on va prendre celui-là. Voilà, non, je ne l'ai pas en 2022. Pardon. On va essayer de trouver un autre. Voilà, 2015-2016. Voilà. Il ne s'est rien passé. Au début, c'était extrêmement calme, finalement. Juste enlevons ça. On peut repartir en arrière. Ça n'a strictement rien fait. Ça s'est plutôt dégradé en 2016, pour information. Bon, voilà. Il ne s'est rien passé par rapport à ce ETF sur les technologies qui arrivaient bien après. D'ailleurs, on peut revoir par rapport à ce petit schéma vis-à-vis de l'année du réel, la fameuse année du réel de Hermès. Mais c'est ça qu'on va attendre, nous. Oui, ça va suivre le bull run. C'est une certitude absolue. Mais qu'est-ce que les gens, en fait, recherchent ? Ils recherchent la performance. C'est ça que les gens recherchent. Si vous proposez un ETF, ne pensez pas qu'on attend l'ETF pour acheter du Bitcoin ou acheter de l'ETF. C'est pas vrai. On attend de voir des performances. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile de vendre un ETF qui est ici, ou prenez du recul, est-ce que c'est plus facile de vendre un ETF qui est ici ? Voilà. Là, c'est facile à vendre. Parce que voilà en fait ce que vous vendez. Vous vendez ça et vous êtes en train de revendre la même. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Actuellement, on me vend quoi là ? On me vend rien du tout et on m'a dit que c'était de l'arnaque les cryptos. Et voilà. Et on parle plus de crypto maintenant, on parle d'actifs numériques et de blockchain. Parce que crypto, c'est devenu un gros mot. Ok ? Je pense que c'est... Voilà. Je voulais vraiment mettre le point là-dessus, mais on va aller un tout petit peu plus loin, puisque si on a ce type d'ETF là, vous en avez un autre d'ETF qui est plutôt balèze. C'est le S&P 500, tout simplement, qui est proposé d'ailleurs par BlackRock. Et là, c'est pas la même, puisqu'on parle de 54 milliards de dollars actuellement. Tout à fait. Et le domicile du fonds, c'est en Irlande. Et c'est BlackRock qui le propose. Bon, ça fait de l'argent. Mais ça, c'est des gens, ils achètent ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils achètent des fonds indiciels. Et c'est les plus grosses capitalisations. Donc oui, il va y avoir une forme de ricochet. Il y aura une forme d'effet papillon, si vous voulez. Parce que, est-ce qu'un ETF, réellement, sur les technologies blockchain, vont vraiment marcher ? Oui, en fait, ça va marcher. Parce que l'objectif des gens, c'est de s'exposer d'une façon plus sécurisée dans un produit où ils ont confiance. Généralement, ceux qui achètent des ETF, ils ont déjà des ETF, donc ils sont confiants par rapport au mécanisme. Les frais sont beaucoup plus faibles que si vous passez en action directe vis-à-vis de votre banquier ou de votre assureur ou de votre
ou de votre banque d'investissement ou de votre gestion de patrimoine. Donc un ETF est un produit très intéressant, bien construit pour pouvoir payer moins de frais. Bon, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que si vous achetez beaucoup d'actions, si finalement cet ETF a beaucoup d'actions bloc, par exemple, ou beaucoup d'actions MicroStrategy, ou beaucoup d'actions Coinbase, vous comprenez bien que si MicroStrategy a plus d'argent, il va acheter plus de Bitcoin. C'est juste mécanique. Donc oui, il y a un effet ricochet ou un effet papillon entre acheter beaucoup d'actions MicroStrategy et MicroStrategy avec les flux entrants vont pouvoir en fait directement acheter plus de Bitcoin. Tout sera en fait corrélé. Je vends des actions MicroStrategy qui ont pris en valorisation pour acheter du Bitcoin. Et aujourd'hui, on sait qu'il a plus de 5 milliards de dollars au niveau de Bitcoin dans ses fonds. En longue MicroStrategy, longue Bitcoin. Ce qui est plutôt rassurant, puisque si on pensait il y a encore quelques mois en arrière, si oui ou non on allait tuer MicroStrategy, ce qui était complètement possible, d'aller le chercher à 8 000 $ le Bitcoin ou 7 000 $ le Bitcoin, si BlackRock est derrière, si Fidelity est derrière, si JP Morgan sont derrière, c'est plutôt rassurant. Par rapport à des bottoms de marché qui devraient être trouvés à l'heure actuelle. C'est en ça, en fait, qu'on arrive à mettre des briques psychologiques pour essayer de parfaire et d'affiner notre scénario à court, moyen, long terme, tout simplement. On va aller beaucoup plus loin parce que je vous ai juste pris au niveau des ETF, là où il y avait la plus grande pondération par rapport à une seule action. Et là, il va falloir, en fait, qu'on en discute ensemble. C'est Apple. Si vous prenez une chaire spécialisation information technologique de BlackRock, me semble-t-il, c'est 28%. Vous avez d'autres en fait ETF, c'est pas que BlackRock, il y a tous les ETF, voilà, Umedi, etc. C'est 25, 23, 22, 22, 16, 16, 16, 12, 12, 12, Edviscos, 12%, etc. En fait, dans les ETF, la plus grosse pondération, mais malgré elle finalement, c'est Apple. C'est Apple qui draine beaucoup de flux. Il faut juste comprendre que cet effet papillon, c'est à double tranchant. Quand vous avez de très fortes pondérations dans des ETF, lorsque vous voyez en fait et qu'on vous explique que c'est ici qu'il faut acheter, si vous voulez, au niveau du S&P 500, dans le creux de la vague. Mais en fait, vous achetez pas le creux de la vague. Si vous achetez des ETF au niveau monde, vous achetez pas du S&P 500. Vous achetez en fait, vous n'achetez pas vous n'achetez pas directement du Apple. Vous achetez du S&P 500. Et aujourd'hui, les 495 valeurs ou 490 valeurs du S&P 500, c'est dans les chaussettes actuellement. Et on sait qu'il y a une très forte pondération au niveau d'Apple. Il faut juste comprendre quelque chose. Si vous continuez à acheter par rapport à la performance de 495 vis-à-vis du S&P 500 sur l'action Apple devrait très fortement décrocher. Et si Apple commence à décrocher, on va déboucler des positions au niveau des ETF qui va amplifier la baisse. C'est ce qui s'est passé notamment sur Tesla. C'est ce qui notamment s'est passé sur Meta. On déboucle très fortement et on repondère en fonction des performances. Ce qui va bien, on conserve les gains, ce qui va mal, on coupe vite les pertes. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des effets assez dévastateurs sur ces pondérations d'ETF, puisque généralement, quand on voit le creux de la vague ou des retours en fait de moins 25, moins 20% au niveau du S&P 500, on se jette en fait sur des ETF. Et aujourd'hui, la plus grosse pondération au niveau du S&P 500, c'est Apple, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça ne veut pas dire que si on commence à chuter au niveau des indices, ça ne veut pas dire que ça va chuter au niveau des bitcoins, ça voudrait probablement dire qu'on est en train de se faire ramasser sur les grosses valeurs de la GAFAM, et notamment Apple. Et c'est ce que je vais jouer, personnellement, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de pondération au niveau d'Apple dans tous ces ETF, et je pense qu'on peut avoir une forme d'emballement à la baisse, tout comme à la hausse, c'est toujours la même chose, mais vis-à-vis d'Apple. La moindre contraction, le moindre affaiblissement au niveau de Apple, je prendrai donc des options, très probablement pour les expirations de mars 2024. Voilà, comme ça vous avez toute ma représentation, mais c'est à double tranchant ces ETF. C'est toujours la même chose, puisque les ETF sont directement vendus à des groupes d'individus, publics et plus fortunés, d'accord, mais qui suivent finalement la tendance. Et en fait, on leur vend des performances. Et aujourd'hui, on ne vend aucune performance. On vend rien. Ça se vend pas. Je suis désolé de vous le dire, mais les ETF blockchain, ça se vend pas. Tout simplement. Tout comme les actions blockchain, ça ne se vend pas. Sinon, ça se serait, croyez-moi, et on le verrait sur les graphiques. Actuellement, on ne le voit pas. Je finis juste 2 petites choses. Comme ça, j'oublierai pas. C'est ceci. Et je félicite Swissborg par rapport à ça. Ça me donne la news pour en parler. L'Estonie limite 400 entreprises de cryptographie après de nouvelles lois. Les régulateurs estoniens du blanchiment d'argent ont mis en évidence un certain nombre de problèmes qu'a trouvé au sein des entreprises cryptographiques locales, tels que des dirigeants douteux et des plans d'affaires absurdes. Voilà. Un peu opaque, etc. Bon, il faut comprendre que l'équivalent de l'ANS, me semble-t-il, ou l'ANE en Estonie, c'est l'AMF en France, elle est réputée pour être relativement stricte sur la délivrance de leur enregistrement. L'AMF, c'est un peu moins rude
pour avoir son enregistrement. Il faut juste savoir que Swissborg a été reconduit. Voilà, donc voilà, c'est FIU, pardon, je me suis trompé. Donc a été reconduit, je suis très heureux pour eux, parce que ça prouve encore une fois leur pragmatisme vis-à-vis de la réglementation et de leur mise en conformité par rapport aux régulations. Et je pense donc que ça accompagnera, et je poursuis dans ce raisonnement-là, que Swissborg accompagnera très probablement ce super cycle d'adoption de masse que tout le monde attend. Pas aujourd'hui, probablement demain. Pour ce faire, si vous voulez rejoindre, je leur dis encore, je suis en partenariat avec Swissborg, donc investir dans la crypto-monnaie en toute sérénité. Il n'y a pas beaucoup de crypto, c'est plutôt bon père de famille ici, et je vous double le bonus. Donc actuellement, c'est 25 $ offerts, garanti. Si vous passez par mon lien directement, je vous garantis 25 $. On est mardi aujourd'hui, je les paierai donc cet après-midi, que ce soit au niveau de Bybit, au niveau de Swissborg. Les liens sont dans la description. Je finis juste là-dessus, sur une dernière chose, et je conclurai cette vidéo là-dessus, et j'espère que je vous aurai aidé. On n'aura pas finalement fait beaucoup de techniques, mais je pense que c'est pas très grave, on pourra quand même faire un petit tour là-dessus. Il y a quelques années, c'était donc le 30 août 2020, 10h22, on s'était contacté avec un membre d'autre communauté sur un Discord. J'espère que tu vas bien. J'ai clôturé mon big long de début juin à 12 160 $. Donc très profitable ces derniers mois. J'étais pas beaucoup suivi à la hausse sur le Discord à ce moment-là. Bon, c'était quoi en fait ce moment-là? En août 2020 où j'ai clôturé en fait mon big long que j'avais pris en juin, début juin, fin mai, début juin. On va revenir ici vis-à-vis de Bitcoin et je vais vous expliquer et je vais vous donner mon plein raisonnement. On était donc juste là. On venait de se prendre une dérouillée sévère par rapport au crack Covid. À ce moment-là, la polarisation a été marquée. On a polarisé entre je suis boule, enfin je suis boule, ça repart. On fait des structures en W weekly et tutti quanti. Je rachète le dip, je rachète debout sur la table le dip. On se fait ravaler. À ce moment-là, je vous avais dit, j'étais déjà exposé et j'ai commencé à reçu la tendance. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher donc ce déséquilibre de marché qui se trouve actuellement pour nous aux alentours des 18 500 $. D'accord? C'est important de le dire, ou 17 000 $. Les bottoms de marché avaient été faits. Et ici, j'ai commencé à suivre mon play par rapport à un suivi de tendance sur une exacerbation et sur un excès d'émotions baissières. Donc j'ai attendu tout simplement mes confirmations, je suis passé en délit, j'ai regardé quelques arrachements aussi, et à partir de là, j'ai commencé à prendre des longs. Pour moi, c'était fait. On avait capturé toute la liquidité, plus de 10 milliards de dollars ou 15 milliards de dollars de liquidation à ce moment-là. Pour moi, on avait fait les arrachements haussiers et on repart dans la tendance, donc la tendance de fond. Et j'avais pris donc des longues tout au long du truc, tout simplement. J'avais pris des longues comme je fais actuellement et comme je vous propose actuellement. Enfin, je vous le montre tout simplement ce que je fais. J'en avais pris un dernier ici, donc c'était début juin. Donc juste là, sur un petit creux, puisqu'il y avait une forme de consolidation. On était parti chercher la liquidité, mais ça avait en fait été maintenu, donc je ne sais plus trop où est-ce que je l'avais pris mon long. Et donc je l'avais revendu ici, un big long que j'avais pris, c'était des big longs qu'on prenait, parce qu'on était pas mal exposé à ce moment-là, et je l'avais donc revendu ici, et j'attendais donc les nouvelles structures, pour long. Et j'ai continué à le faire jusqu'à ici, tout simplement. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, on nous avait vendu, puisque c'était relativement baissier, au niveau du Covid, on était tous confinés, etc., qu'on était en fait dans un énorme range, d'un précédent range, pour aller chercher en fait des V-bottom qui sont menés à être retestés. Et derrière, on est parti très fort. J'ai arrêté de long dans toute cette montée-là, et je me suis fait éclater un énorme short sur les 19 000 $. Mais ce qu'il faut juste se rappeler, c'est qu'entre là et là, j'ai long dans un état d'esprit baissier. Très baissier. Et on n'était pas beaucoup sur les communautés à être haussiers. Pourquoi? Parce qu'on s'était fait rincer. Et actuellement, je ne me vois pas là. Et non, actuellement, je ne me vois pas là. Actuellement, je me vois vraiment là. Par rapport au hack de Binance, par rapport à machin, par rapport à truc. Je suis plutôt là, moi, personnellement. D'autres ne l'encadrent pas tel quel, mais en fait, il nous faut des bonnes nouvelles, finalement, pour faire des distributions de marché par rapport à des whales qui vont nous vomir leurs tokens dans la tronche, et par rapport à toutes les données on-chain qu'on a vis-à-vis du crypto total et de la dominance des cryptos vis-à-vis du Bitcoin total. Bitcoin is a king actuellement. C'est pas très différent de ce qui s'était passé en 2020. Je peux me tromper. Il faut juste comprendre quelque chose et je clôturerai là-dessus par rapport à toutes ces news qui sont extrêmement puissantes et extrêmement bonnes. Et honnêtement, je suis très optimiste. Foncièrement boule, mais très optimiste. Je vous donne juste une piste de réflexion. Il faut que vous le ressentiez, comme moi je l'ai ressenti sur les différents Discord ou sur les différentes communautés ou sur les réseaux sociaux ou sur YouTube notamment. D'accord? Il faut vraiment le comprendre comme ça. Ça a été un choc terrible
au niveau du crack Covid. J'encadre un crack Covid au même titre que du retour réel et pourquoi pas une merde qui va se passer dans les 3 prochains mois. Pourquoi je vous dis cette fameuse dinguerie qui pourrait se passer dans les 3 prochains mois? C'est que ça, c'est pas normal, cette asymétrie entre les taux. Voilà, je vous le dis franchement, s'il n'y a pas de récession, si tout va bien dans le meilleur des mondes, si l'économie est forte, si les marchés sont au plus haut, ça, cette asymétrie, c'est pas normal. Voilà, on ne devrait pas avoir des taux court terme continuer à s'expatrier au nord. C'est pas normal. On devrait avoir en fait un retour de la confiance avec des taux court terme qui repassent en dessous des taux long terme. C'est exactement ce que je n'observe pas. Ça, je le vois, je le crois pas. Donc ce que je vois, c'est que c'est pas bien ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de l'économie et notamment US. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je peux encadrer en fonction des données actuelles que j'ai sous les yeux un cataclysme qui devrait se produire dans quelques mois. Eh oui, et c'est pas différent. Donc on peut éventuellement essayer de se le concrétiser comme une espèce de Black Swan qui pourrait venir de nulle part, ou une espèce de... peut-être une distribution plus cool, mais dans l'idée, une espèce de Black Swan qui devrait surprendre tout le monde pour une grosse mèche de liquidation pour aller chercher tous les boules, pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher les bears en premier, hein. Ne nous trompons pas. Je garde mes targets d'Hermès, etc. Moralité, pour un pump, il faut qu'on n'y croit plus. Pour un retour de bull market, il faut qu'on n'y croit plus. Pour que ça baisse, il faut justement y croire. Les whales distribuent lorsque les gens y croient. Pour retourner les bull runs et pour relancer des bull runs, il faut qu'on n'y croit plus. Il faut que la majorité n'y croit plus. Et pour ce faire, c'est toujours la même chose. On repart sur le début de la vidéo. Je veux donc et je m'attends donc à de la réglementation et une régulation claire aux États-Unis, en Europe et en Asie. Je m'attends à un retour de la liquidité au niveau de la planche à billets, de la faille, de l'ingérence des banques centrales. Actuellement, ce n'est pas ce que je suis en train d'observer. J'attends donc la tendance, et on gardera la tendance, à l'image, si vous voulez, de ce qu'on avait vu en 2020, 2021. On était toujours, entre 2018 et 2020, on était finalement toujours dans la tendance, puisque les bottoms avaient été maintenus. Et je veux du déni. Je veux une majorité de personnes en déni. Je me pose donc cette question, qui est complètement rationnelle, finalement. Que se passe-t-il si on faisait quelque chose comme ça, pour vous? On va faire ça. Voilà, je sais pas où on peut aller un peu plus bas, j'en sais rien. Je pense que les 25 000 $ vont probablement tenir, hein. On est plutôt pas trop mal. Gestion du risque, comme ça. Derrière, je pense que tout le monde achète le dip, hein, évidemment. On en a loupé 1, on en a loupé 2, on va pas louper 3. On aura des news pas forcément bonnes, parce qu'on sera en train de digérer les précédentes. Et de toute manière, les mauvaises nouvelles font que faire du pump. Donc, même s'il y a d'autres mauvaises nouvelles, je me suis habitué à avoir des mauvaises nouvelles pour que ça pump. Et à ce moment-là, vous avez en fait ce fameux Black Swan. Ceci sera donc considéré comme une opportunité. Je reviens dans mon plan. Ma seule question à me poser, c'est est-ce que ces bottoms de marché tiennent? Oui ou non? Voilà pour ça. C'est exactement à ce que je m'attends. Ensuite, quand vous aurez pris une vraie bougie, lorsqu'on aura pris dans les gencives une vraie bougie de liquidation, généralement elle arrive, hein. Faut pas penser, hein, même si on peut partir, généralement elle arrive, parce que on peut pas en fait faire apprécier ce marché dans l'optimisme, c'est pas possible. Il faut que ce soit fait dans le déni et à contre-tendance, toujours. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de bears et beaucoup plus de bears. Et j'espère vous nous donner raison entre les 36 000 $ premier arrêt et les 42 000 $. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se retrouvera ici, tout le monde sera d'accord pour dire mais de toute manière, depuis le début, c'est bear. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le premier arrêt, on n'a pas cassé les précédents highs, etc., etc., etc. Vous avez compris l'idée. D'ailleurs, dans 3 mois, on se retrouve dans 3 à 5 mois, on se retrouve sur Ishimoku Kinkuyo par rapport à notre Kinjun aux alentours des 32 000 $. Et non pas 42 500 pour information. Donc si on revient à réintégrer au niveau des 30 000 $ d'ici 3 mois, si on venait à faire tout ce que je suis en train d'éventuellement de vous donner en prédictive, bah, ce sera pour moi très haussier, tout simplement, à l'image de 2018. Je sais que tout le monde ne partage pas ce sentiment-là. Je pense que c'est actuellement trop baissier pour baisser. On est trop en train de shorter, et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer au niveau de l'order flow. Et pourquoi pas venir faire peut-être gagner quelques boules, comme on a pu faire gagner quelques bears lors des différents Black Swan qu'on a vécu, et ben on peut avoir peut-être
un white swan, tout simplement, donc un signe blanc, hein, qui pourrait éventuellement nous envoyer un tout petit peu plus haut pour qu'on puisse tranquillement prendre nos profits. À quel moment je serai donc redevenu haussier et à quel moment je pourrai attester, en tout cas confirmer un retour de bull run. Je ne m'en cache pas, je passe ici en mensuel. Je pense que la time frame en mensuel est importante au niveau de Bitcoin lorsqu'on vient tout simplement s'affranchir ici de notre King June avec une clôture en mensuel confirmée et j'attendrai donc l'accélération. Tant que ceci n'est pas fait, j'encadre tout simplement la prise des déséquilibres financiers ici jusqu'aux 17 000 $. Dès lors, je rachèterai personnellement dans la peur et dans la capitulation du Bitcoin en espérant que les bottoms tiennent. Et je pense très franchement que ce bottom des 17 200 $ devrait tenir, vu le nombre de whales qui ont capturé des dizaines de milliers de Bitcoin sur ce niveau de valorisation. Ça ne fera probablement que mécher. Mais j'attendrai la même chose pour reswing, hein, finalement. Vous voyez, j'attendrai exactement ça et je swingerai jusqu'à ce que, probablement, on reparte post-halving, etc. Enfin, ça, vous avez toute ma représentation. Voilà. Juste pour pas, en fait, si vous voulez, pour conclure, et j'espère que j'ai pas trop été encore une fois décousu dans cette vidéo, mais les bonnes nouvelles qu'on a actuellement ne sont que des rumeurs. Toutes les nouvelles que nous voyons ne sont que des rumeurs. Il n'y a pas d'ETF spot BlackRock. Il n'y a pas d'ETF spot sur Infinity. Il n'y a pas de... Ce ne sont que des rumeurs. Dans une tendance haussière. On buy les rumeurs et on sell les news. Dans une tendance baissière, on sell les rumeurs et on buy les news. Les ruptures haussières ont été faites. La tendance est repartie. Dès lors, on revient dans cette mécanique de buy the rumor, sell the news. La rumeur, c'est ce qu'on sait. Ce qui va potentiellement arriver. La news, c'est lorsqu'on pourra en profiter, lorsqu'on pourra en bénéficier. Une rumeur n'est pas quelque chose que personne ne connaît. Une rumeur est quelque chose que tout le monde connaît, mais qui ne peut pas actuellement en profiter. Tout simplement. J'espère que je vous ai aidé. Ciao.